Pour le 6e anniversaire de ma fille, mes beaux-parents lui ont envoyé un joli ours en peluche marron en cadeau. Elle semblait heureuse au début, puis elle s'est figée. Maman, qu'est-ce que c'est? J'ai regardé de plus près et je suis devenu pâle. Je n'ai pas crié. J'ai agi. 3 jours plus tard, la police était à leur porte. Le 6e anniversaire de Mia devait être simple. Des cupcakes, des chapeaux en papier, et 3 petites filles hurlant dans mon salon, comme de minuscules chanteuses d'opéra qui auraient été élevées uniquement aux paillettes et à la rancune. Le problème avec la simplicité, c'est qu'elle exige que votre vie le soit aussi, et la mienne ne l'était absolument pas. J'étais en plein divorce avec Adam. La paperasse flottait autour de nous comme une mauvaise odeur. La tension était partout et nulle part, ce qui est une façon assez amusante de vivre, surtout quand vous essayez d'empêcher une enfant de 6 ans de remarquer que son monde est en train d'être totalement réorganisé. Alors, j'ai essayé de compenser. J'ai joué le rôle de la « maman anniversaire » à fond. J'ai accroché des serpentins. J'ai préparé des sacs surprises. J'ai fait des cupcakes maison, au lieu de faire comme une personne normale et de les acheter à la boulangerie du supermarché, qui emploie des professionnels et possède probablement un certificat d'hygiène. J'ai même invité les parents à rester. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Peut-être par culpabilité. Peut-être par automutilation. Peut-être que je voulais des témoins, au cas où je craquerais et commencerais à manger le glaçage directement à la poche à douille avec les mains. Ce que j'ai fait, d'ailleurs. Les témoins étaient polis. Il y avait 3 amis, les meilleurs amis de Mia, ceux qui changent chaque semaine, mais aujourd'hui, c'était ces 3-là. Leurs parents traînaient là, avec cette énergie maladroite des gens qui essaient d'être soutenants sans admettre qu'ils ont déjà interrogé leur conjoint. Alors, Michel et Adam, tu sais, ça va comment? J'ai trop souri. J'ai ri trop vite. J'ai utilisé cette voix que l'on prend quand on organise une baby shower pour quelqu'un qu'on déteste. Tout allait bien. Mia allait bien. Et puis, le courrier est arrivé. C'était une boîte rose soignée, avec un nœud qui semblait avoir été mesuré et noué par une personne qui repasse ses draps. Janet et Frank. Mes beaux-parents. Le genre de personne qui croit que la présentation reflète le caractère. Il y avait un mot collé sur le dessus, pour Mia, à ouvrir aujourd'hui, parce que, bien sûr, Janet et Frank ne venaient pas à cette fête. Mia devait fêter un autre anniversaire avec Adam quelques jours plus tard. L'anniversaire de papa, comme l'appelait Mia. Comme si c'était Adam qui allait avoir 6 ans, et non pas juste celui qui arriverait probablement en retard et blâmerait ensuite les embouteillages pour son concept très personnel du temps. Mais Janet et Frank voulaient que leur cadeau soit ouvert maintenant, alors nous l'avons ajouté à la pile. Des enfants qui ouvrent des cadeaux ensemble, c'est le chaos à l'état pur, comme une catastrophe naturelle mais avec du plus joli papier d'emballage. Mia a déchiré un sachet d'autocollant, a poussé des cris aigus devant une bouteille d'eau à paillettes, et a brandi une licorne en plastique comme si elle venait de découvrir le feu. Puis, elle a attrapé la boîte rose. Celui-là vient de grand-mère et grand-père, a-t-elle chanté, comme si elle annonçait un nouveau personnage dans une pièce de théâtre. Elle l'a ouverte soigneusement. Soigneusement. Parce que Janet lui a appris à être « douce », ce qui semble mignon jusqu'à ce qu'on réalise que « douce » est juste le mot de Janet pour dire « obéissante ». À l'intérieur, il y avait un ours en peluche marron avec un petit cœur cousu sur la poitrine. Le visage entier de Mia s'est illuminé. Elle adorait les peluches. Elle aimait tout ce qui était doux, loyal et silencieux. Honnêtement, moi aussi. Oh mon Dieu, a-t-elle chuchoté, en le serrant contre elle comme s'il l'avait sauvée d'un immeuble en flammes. Les autres filles se sont rassemblées autour. Oh, il est trop mignon. J'en veux un. L'un des pères, un type sympa, non vague, probablement Steve, a dit « cet ours va être son meilleur ami ». J'ai ri, parce que c'est ce qu'on fait quand les gens disent des choses normales dans des fêtes normales. Mia a emporté l'ours pour aller jouer, et la maison a retrouvé son vacarme d'anniversaire habituel. Des enfants qui courent, des parents qui sirotent leur café comme si c'était un médicament. Des assiettes en carton qui s'empilent, du glaçage qui apparaît dans des endroits où le glaçage ne devrait jamais être. Sur le moment, cela semblait vraiment normal. Pas paisible, pas calme, mais normal. Et c'est ça le truc avec la normalité. On ne réalise pas que c'est la dernière fois qu'on la vit, jusqu'à ce qu'elle soit déjà partie. Environ 20 minutes plus tard, Mia est apparue dans l'encadrement de la porte du salon, l'ours en peluche sous un bras, le petit front plissé comme quand elle essaie de faire des maths. « Maman,
a-t-elle appelé. Je me suis retourné, le sourire encore aux lèvres, parce que je jouais la comédie du « je vais bien », comme si c'était mon travail à temps plein. Elle s'est approchée. Elle ne pleurait pas. Elle n'était pas bouleversée, juste confuse. Puis, elle a levé l'ours en peluche. Il y avait une petite ouverture près d'une des coutures, comme une fermeture éclair cachée sous la fourrure. Le genre qu'on ne remarque pas, à moins d'être le genre d'enfant qui croit que chaque objet est un mystère qui attend d'être résolu. « Mia, qu'est-ce que tu as ?» Elle a pressé le côté de l'ours et m'a regardé. « Maman » a-t-elle dit très doucement. « C'est quoi ça ?» Sa voix m'a fait quelque chose, comme une main qui s'introduisait dans ma poitrine. Je me suis figé. Je me suis penché, et ma peau est devenue froide parce qu'à l'intérieur de l'ours, à peine visible à travers la couture ouverte, il y avait quelque chose qui n'était définitivement pas du rembourrage. Quelque chose de dur, quelque chose qui n'avait rien à faire dans un jouet d'enfant. Mon estomac s'est noué si vite que je l'ai senti dans mes genoux. Mon premier instinct a été de réagir comme mon corps le voulait, crier, exiger des réponses, appeler Janet et Frank et leur demander quel genre de petit jeu dérangé ils pensaient jouer. Mais il y avait 3 petites filles derrière Mia. Il y avait des parents dans mon salon. Il y avait un gâteau d'anniversaire avec des bougies qui attendaient d'être allumées. Et il y avait le visage de Mia, qui me regardait comme si j'étais la réponse finale à tout. Alors j'ai ravalé ma colère. J'ai adouci ma voix. Oh, ai-je dit, comme si elle venait de me montrer un bouton décousu. Laisse-moi voir ça une seconde, ma chérie. Mia a hésité. Il est cassé? Non, ai-je menti. Je veux juste vérifier quelque chose. J'ai pris l'ours de ses mains doucement. Si doucement, comme si je tenais une bombe. Va jouer, ai-je dit. Je te le rapporte tout de suite. Mia a hoché la tête. Parce que Mia est une bonne enfant. Parce que Mia me fait confiance. Parce que Mia n'avait aucune idée qu'elle venait de me tendre le début de la fin. J'ai marché dans le couloir sans me presser. Parce que me presser aurait fait lever la tête aux parents. Et je ne voulais pas de questions. Pas encore. Je suis entré dans ma chambre, la pièce qu'Adam et moi partagions avant le divorce, transformée en territoire neutre, et j'ai fermé la porte. Mes mains tremblaient avant même que je réalise que ma respiration avait changé. Je me suis assise au bord du lit avec l'ours sur les genoux. J'ai fixé cette couture. J'ai fixé la forme dure à l'intérieur. Et j'ai réalisé quelque chose de très clair. Quoi que ce fût, ce n'était pas un accident. Cet ours n'était pas juste un cadeau. C'était un message. Mon cœur a battu un coup, lourd et lent. J'ai ouvert la couture un peu plus, j'ai regardé, vérifié, ajusté l'ours dans ma main pour que la lumière frappe l'intérieur. Mon souffle s'est raréfié, mon visage a blêmi, et j'ai senti quelque chose en moi. Quelque chose de fatigué et de vieux, qui se mettait finalement en colère. De l'autre côté de la porte de ma chambre, je pouvais entendre la fête. Des rires, des bruits de pas, quelqu'un qui criait pour du jus de fruits. Sur mes genoux, un ours en peluche marron était assis là, comme s'il était innocent. Il ne l'était pas. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai appelé personne. J'ai fait la seule chose que je pouvais faire. J'ai refermé la couture, lissé la fourrure, et je me suis levé. J'ai mis l'ours en sécurité dans ma chambre, quelque part où Mia ne pouvait pas l'atteindre, quelque part où il ne pourrait pas accidentellement finir de nouveau dans ses bras. Puis je me suis regardé dans le miroir, et j'ai exercé mon sourire comme si je répétais pour une pièce de théâtre, parce que j'avais encore une fête d'anniversaire à terminer et je n'étais pas encore prête à laisser qui que ce soit voir ce qui venait de changer. Je suis retourné au salon, j'ai servi le gâteau, chanté joyeux anniversaire, applaudi au bon moment, et pendant tout ce temps, au fond de mon esprit, une pensée se répétait comme un signal d'alarme, cet ours en peluche avait déjà fait son travail, et je n'avais même pas encore compris ce que c'était. Quand le dernier invité est parti, je suis resté debout dans ma cuisine, fixant une pile d'assiettes en carton. Mia était à l'étage en train de se brosser les dents, fredonnant pour elle-même. Elle avait passé une excellente journée. J'aurais dû être soulagé. Au lieu de cela, j'avais l'impression d'avoir couru un marathon en gardant un secret dans ma bouche comme du verre brisé, parce que je savais ce qui m'attendait dans ma chambre, et je savais qui l'avait envoyé. Janet et Frank ne sont pas devenus mes beaux-parents par hasard. Ils sont arrivés avec Adam comme une clause de garantie que vous ne lisez pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Quand j'ai rencontré Adam pour la première fois, il était charmant, drôle,
facile à vivre, le genre d'homme qui pouvait se sortir d'une amende pour excès de vitesse par la parole, et ensuite vous convaincre que c'était la faute de l'agent d'avoir été là. Il n'était pas cruel. Il n'était pas bruyant. Il n'était pas le genre de mari contre lequel vous mettez vos amis en garde immédiatement. Il était insaisissable. L'argent disparaissait. Pas de façon dramatique. Pas de la façon « on va perdre la maison demain ». Juste assez pour vous faire vérifier le compte 2 fois. $100 par-ci, 2 cents par-là. Il avait toujours une explication. Oh, j'ai oublié de te dire, j'ai payé l'assurance auto. Oh, j'ai fait des courses. Oh, j'ai dû avancer quelque chose au travail. Et pendant un moment, je l'ai cru, parce que c'est ce qu'on fait quand on aime quelqu'un. On fait en sorte que ces histoires tiennent debout. Janet et Frank étaient toujours dans les parages. Assez proches pour que passer à l'improviste ressemble à un passe-temps. Les dîners du dimanche, les visites aléatoires du mardi, les appels téléphoniques qui commençaient par « juste pour prendre des nouvelles » et finissaient par « on s'inquiète de la façon dont tu gères les choses ». Ils étaient obsédés par l'argent, de cette façon démodée, comme si l'argent était une forme de moralité. Ils posaient des questions qui semblaient décontractées mais qui atterrissaient comme des inspections. Alors, combien mettez-vous de côté chaque mois? Tu utilises toujours cette banque ou tu as fini par changer? Qu'est-ce qui est à ton nom par rapport à celui d'Adam? Si j'hésitais, Janet inclinait la tête et souriait comme si j'étais une enfant cachant un bulletin scolaire. Et Adam ne l'arrêtait jamais. Au contraire, il hochait la tête, riait, haussait les épaules. Maman est juste comme ça, disait-il. Elle pense bien faire. Parfois, il ajoutait, peut-être qu'ils ont raison, ce qui est une forme spéciale de trahison, la forme silencieuse, celle où vous êtes debout dans votre propre mariage et pourtant, d'une manière ou d'une autre, en infériorité numérique. Puis Mia est née, et l'argent a empiré. Pas parce que les bébés coûtent cher, ils le sont, mais parce qu'Adam a commencé à paniquer à propos de l'argent comme si c'était une insulte personnelle. Il devenait agité, irritable, secret. Il a commencé à sortir tard avec des amis. Il a commencé à prendre des appels dans le garage. J'ai trouvé des transactions en ligne qui n'avaient aucun sens. Des retraits à des heures bizarres, des paiements que je ne pouvais faire correspondre à rien dans nos vies. Quand je demandais, il devenait défensif. Pourquoi tu me fliques? Je ne te flique pas. J'essaie de comprendre pourquoi le loyer est dû et pourquoi le compte se vide. Il transformait toujours ça en une dispute sur mon ton, mon timing, mes problèmes de confiance. Et je vais être honnête, mes problèmes de confiance n'étaient pas imaginaires. Ils s'étaient construits lentement, brique par brique. Il m'a fallu plus de temps que nécessaire pour mettre un nom dessus. Les jeux d'argent. Pas juste quelques paris entre amis, pas juste une soirée jeu. Le jeu de la sorte qui fait disparaître l'argent et ne laisse derrière lui rien d'autre que des excuses, de l'adrénaline et des dettes. Quand je l'ai confronté, il a juré que ce n'était pas si grave. Il a juré que ce n'était pas souvent. Il a juré qu'il avait la situation sous contrôle. La réponse de Janet et Frank n'a pas été celle que l'on espérait. Ils n'ont pas dit « Adam, arrête ». Ils n'ont pas dit « Adam, fais-toi aider ». Ils ont dit des choses comme « Michel, tu dois être plus encourageante ». Ils ont dit « Le stress financier pousse les hommes à faire des choses ». Ils ont dit « Peut-être que si tu ne le faisais pas se sentir jugé ». C'était toujours ma faute, d'une manière ou d'une autre. Et Adam, encore une fois, n'a rien fait. Il les a laissés faire. Il les a laissés me parler comme si j'étais un meuble. Il restait là, agissant comme s'il était fatigué, et disait « On peut ne pas faire ça maintenant ». Comme si le problème était la conversation, et pas le jeu. J'ai essayé plus longtemps que je ne suis fier de l'admettre. J'ai essayé les budgets. J'ai essayé la thérapie de couple. J'ai essayé de lui donner plus de liberté, ce qui est hilarant avec le recul, car ce qu'il voulait, c'était la liberté vis-à-vis des conséquences. J'ai essayé d'être calme, rationnelle et encourageante, mais j'avais aussi une fille. Et à un certain moment, vous réalisez que vous n'élevez pas un enfant, vous en élevez deux, et l'un d'eux a un permis de conduire. Le tournant final est survenu après la mort de mon père. Il n'était pas jeune, mais le perdre m'a quand même fait l'effet de quelqu'un qui retirait une chaise sous ma vie. Il m'a laissé un peu d'argent, pas une fortune. Pas de quoi quitter mon travail et acheter un vignoble, mais il a aussi laissé autre chose, un fonds fiduciaire mis de côté pour Mia. Environ $150 000.
Mon père ne l'avait pas restreint jusqu'au dernier centime. Il avait confiance en mon jugement. Cela pouvait être utilisé pour Mia si nécessaire. C'était le but. Mais je ne voulais pas y toucher. Je voulais le protéger comme si c'était de l'oxygène. L'université, un premier appartement, un avenir où elle n'aurait pas à commencer l'âge adulte en ayant déjà du retard. Adam l'a découvert, et le ton de notre mariage a changé du jour au lendemain. Au début, c'était juste une suggestion. On pourrait emprunter un peu. On pourrait rembourser certaines choses. C'est pour Mia de toute façon. Si on l'utilise pour les dépenses maintenant, c'est quand même pour elle. Il a commencé à présenter ça comme une échappatoire. Puis les demandes sont devenues plus tranchantes. Il prétendait avoir une opportunité d'affaires, une dette à payer, une situation urgente qui exploserait si nous n'agissions pas. J'ai appris plus tard que ces situations urgentes étaient des dettes de jeu et des pertes qu'il ne pouvait pas admettre à voix haute. Quand j'ai refusé, il s'est mis en colère. Quand j'ai refusé à nouveau, Janet et Frank s'en sont mêlés. Ils m'ont coincé au dîner. Janet a souri et a dit, une bonne mère utilise toutes les ressources pour son enfant. Frank a grogné et a dit, à quoi sert l'argent si tu ne l'utilises pas? Adam était assis là, comme un spectateur de sa propre vie. C'est à ce moment-là que j'ai su que ce n'était pas juste une question d'argent. C'était une question de contrôle. Et il voulait le mien. J'ai demandé le divorce. Je ne le voulais pas. Pas vraiment. Je n'ai pas grandi en rêvant de planning de garde alterné et de vacances divisées. Mes propres parents ont divorcé quand j'avais l'âge de Mia. Je me souviens de la confusion, des 2 anniversaires, du sentiment d'être passé de l'un à l'autre comme un bagage. J'avais juré de ne pas faire ça à mon enfant. Mais j'avais aussi juré de ne pas laisser mon enfant grandir en regardant sa mère être drainée financièrement et émotionnellement par un homme qui ne voulait pas s'arrêter, et des parents qui ne le laisseraient jamais se regarder en face. Alors je l'ai fait. Et puis, parce que je suis apparemment allergique à l'idée de me faciliter la vie, j'ai essayé d'être généreuse. J'ai proposé une garde 50-50e. J'ai proposé de partager les biens proprement. J'ai même proposé de garder les choses paisibles autour de l'héritage que j'avais reçu pendant que nous étions mariés, parce que cela ne valait pas une guerre juridique. Les frais juridiques peuvent engloutir une vie entière. Adam a agi comme s'il était d'accord. Nous étions presque fixés. Angela Park, mon avocate, calme et tranchante, le genre de femme qui pourrait fixer un ouragan dans les yeux sans ciller, m'a dit qu'Adam n'avait pas encore signé, mais qu'il jouait la coopération. Et je l'ai cru, parce que je voulais le croire, parce que Mia méritait des adultes capables d'agir comme des adultes. Alors, quand Janet et Frank ont envoyé cet ours et insisté pour qu'il soit ouvert plus tôt, une partie de moi a pensé que c'était juste eux, fidèles à eux-mêmes, un coup de force, une performance, une façon de s'assurer que leur présence planait sur ma maison même quand ils n'y étaient pas. Je ne comprenais pas encore jusqu'où ils étaient prêts à aller. Mais j'avais compris une chose. Debout dans ma chambre plus tôt ce jour-là, je leur avais offert la paix, et ils avaient répondu avec quelque chose de caché à l'intérieur d'un ours en peluche, ce qui signifiait que la partie amiable n'avait jamais été réelle. C'était juste le masque. Et maintenant, je ne pouvais m'empêcher de me demander, si je donnais déjà la moitié à Adam, que voulait-il de plus? Au moment où Mia s'est couchée ce soir-là, j'avais l'impression d'avoir mal au visage à force de faire semblant. Elle rayonnait encore de la fête, les cheveux collants, du glaçage de cupcakes dans des endroits que je ne voulais pas identifier. La douce fatigue d'une enfant qui a été célébrée comme il se doit. Meilleur anniversaire de tous les temps, a-t-elle marmonné dans son oreiller. Ma gorge s'est serrée. Le mien aussi, ai-je menti. Parce que les mères mentent par amour tout le temps. Je l'ai bordé, j'ai embrassé son front, et je suis resté dans l'encadrement de la porte une seconde de plus que d'habitude. Mia ne savait pas. Pas vraiment. Elle savait qu'il y avait eu quelque chose de bizarre avec l'ours. Elle savait que je l'avais emporté, mais elle ne connaissait pas la tempête. Elle ne connaissait pas la forme de ce qui arrivait. Et c'était la partie la plus douloureuse. Maintenant, la maison était calme, et le calme était bruyant. Je suis retourné dans ma chambre et j'ai redescendu l'ours en peluche de l'endroit où je l'avais caché. Il reposait dans mes mains comme une accusation. J'ai ouvert la couture que Mia avait trouvée, plus largement cette fois. À l'intérieur, il y avait un petit appareil, du plastique dur, des câbles, quelque chose de métallique. Pas du rembourrage. Pas un queener. Je ne l'ai pas compris au début, pas complètement. Je ne suis pas stupide,
mais je ne suis pas non plus le genre de personne qui identifie couramment l'électronique cachée dans des animaux en peluche. J'ai fait ce que n'importe quelle femme moderne fait face à un cauchemar enveloppé de fourrure. J'ai pris des photos, des gros plans, des angles différents, les minuscules numéros imprimés sur le boîtier en plastique. Puis j'ai cherché sur Google. Les résultats de recherche ne semblaient pas réels au début. Ils semblaient appartenir à la vie de quelqu'un d'autre. Mais pièce par pièce, tout s'est assemblé, un composant d'enregistrement, un traceur GPS. Donc, ils essayaient de nous espionner. Mais pourquoi? Que voulait-il? Que voulait Adam? Mes mains sont devenues froides à nouveau. Je me suis assise au bord de mon lit et j'ai fixé l'ours, pensant au nombre de fois où Mia l'avait serré dans ses bras. Combien de fois elle avait pressé sa joue contre lui comme s'il était un refuge. Combien de fois Janet l'avait embrassé et l'avait appelée « ma douce fille », tout en me souriant comme si j'étais en train d'échouer à un examen. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai même pas appelé Adam tout de suite, parce que je savais déjà ce que serait cet appel. Il nierait. Il dirait que j'étais paranoïaque. Il dirait que je perdais les pédales. Et ensuite, il leur ferait un rapport et ils s'adapteraient. Non. S'il jouait à des jeux, je n'allais pas annoncer mes mouvements. J'ai remonté l'ours du mieux que j'ai pu, comme si je n'avais rien vu. Puis je l'ai placé dans un sac scellé, je l'ai caché. Puis je me suis assise là, dans le noir, en pensant à une pensée simple. Adam est doué avec la technologie. Janet et Frank sont doués avec la culpabilité, le contrôle et les plats en cocotte, mais la technologie. C'est Adam. Le lendemain matin, j'ai appelé Angela Park. Je n'ai même pas essayé d'avoir l'air détendu. J'ai besoin de te voir, ai-je dit. Angela n'a pas demandé pourquoi. Elle m'a juste donné une heure. Son bureau sentait le papier propre et le stress. Je me suis assise en face de son bureau et j'ai fait glisser mon téléphone vers elle. J'ai pris des photos, ai-je dit, d'un appareil à l'intérieur du cadeau d'anniversaire de Mia. Le visage d'Angela n'a pas beaucoup changé, mais son regard s'est aiguisé. Elle a étudié les photos, zoomé, dézoomé. Puis elle a levé les yeux vers moi. « Michel », a-t-elle dit très calmement. « C'est grave. »« Je sais », ai-je dit. « C'est pour ça que je suis là. » Angela a posé le téléphone doucement, comme s'il risquait de la mordre. Avant que nous parlions de l'appareil, a-t-elle dit, « Je dois te dire quelque chose. » Mon estomac s'est noué. Elle a ouvert un dossier, mon dossier, et a pointé une page du doigt. Adam a rejeté le 50-50e, a-t-elle dit. J'ai cligné des yeux. Quoi? Il a rejeté la proposition de garde, a répété Angela. Il veut la garde exclusive. Ma bouche est devenue sèche. Ça n'a pas de sens, ai-je dit. Il a dit qu'il. Je sais ce qu'il a dit. Angela m'a coupé, toujours calme. Je sais ce qu'il t'a présenté, mais dans les papiers, il allait que tu es instable. Mon cœur a commencé à marteler dans mes oreilles. Il dit que je suis instable? Angela a hoché la tête. Et il demande que le tribunal le place aux commandes des décisions impliquant les finances et les soins de Mia. Et voilà, le déclic, la raison. Ce n'était pas à propos de Mia. Pas vraiment. Parce que si c'était pour Mia, la garde 50-50e aurait suffi. Mais la garde exclusive. La garde exclusive signifiait le contrôle. La garde exclusive signifiait l'accès. La garde exclusive signifiait une voie vers le seul véritable argent dans tout ce gâchis, le fonds fiduciaire de Mia. Je suis resté assise là, les mains serrées sur mes genoux, et j'ai senti quelque chose bouger en moi, quelque chose qui essayait de rester poli depuis des mois. Je lui avais offert l'équité. Je lui avais offert la paix, et il avait répondu en essayant de mettre ma maison sur écoute et de prendre mon enfant. Angela s'est penchée en avant. As-tu des preuves de ces jeux d'argent? Oui, ai-je dit immédiatement. Des textos, des relevés bancaires, des messages où il me demandait d'utiliser l'argent du fonds. Bien, a-t-elle dit. Nous allons en avoir besoin. Elle a tapoté mon téléphone à nouveau. Et ceci. Cet appareil, nous devons le traiter correctement. Tu devrais déposer une plainte à la police. L'appareil lui-même devient une preuve. Les résultats médico-légaux prennent du temps, mais le fait qu'il existe est puissant. J'ai hoché la tête, parce que mon corps fonctionnait sur quelque chose de plus vieux que la peur maintenant. La stratégie, la protection,
la guerre. Angela m'a observé une seconde. Tu lui as offert une voix non contestée, a-t-elle dit doucement. Il a choisi le conflit. J'ai senti ma mâchoire se serrer. Alors il va apprendre à quoi ressemble le conflit, ai-je dit. Angela n'a pas souri, mais sa voix contenait de l'approbation. C'est la bonne réponse. J'ai quitté son bureau avec une liste de choses à rassembler, des copies à imprimer, des comptes à documenter, et je suis parti avec autre chose aussi. De la clarté. Adam n'avait pas joué franc jeu. Il jouait pour tout gagner. Et maintenant, moi aussi. Quelques jours plus tard, c'était lors du 2e anniversaire de Mia. Celui avec Adam. Celui avec Janet et Frank planant en arrière-plan comme s'ils n'avaient jamais rien fait de mal de leur vie. Je ne voulais pas laisser Mia y aller. Chaque cellule protectrice de mon corps hurlait de ne pas le faire, mais je savais aussi à quoi cela ressemblerait si je l'empêchais sans preuve. Si je devenais soudainement difficile, si je devenais l'histoire qu'il voulait raconter. Alors, j'ai fait ce que font les mères. J'ai planifié. Ce matin-là, j'ai mis une montre au poignet de Mia. Elle ressemblait à une montre pour enfants normale, brillante, simple, le genre qu'on achète parce que les enfants ne savent pas lire mais adorent les accessoires. Je me suis accroupi devant elle et j'ai gardé une voix légère. Si tu as peur, ai-je dit en écartant les cheveux de son visage, appuie sur ce bouton. Mia a baissé les yeux. Pourquoi? Juste au cas où, ai-je dit. Parfois, les adultes s'embrouillent. Si tu ne trouves pas papa ou si tu as besoin de moi, tu appuies dessus. D'accord? Mia a hoché la tête. D'accord. J'ai embrassé son front et j'ai souri. Mon sourire n'a pas atteint mes os. Adam est venu la chercher. Il se tenait sur mon porche comme un homme qui avait répété comment avoir l'air inoffensif. Et, a-t-il dit, comme si nous étions juste deux coparents amicaux qui avaient accidentellement fini par divorcer à cause de conflits d'emploi du temps. Et, ai-je répondu. Mia a couru vers lui. Il l'a soulevé et l'a fait tourner une fois comme un papa normal. J'ai observé ses mains. J'ai observé son visage. J'ai tout observé. Il m'a tendu un morceau de papier avec une adresse. Instruction de récupération. On la déposera ici, a-t-il dit. Même heure. Envoie-moi un texto quand vous partez, ai-je dit. Bien sûr, a dit Adam avec aisance. Et puis ils sont partis. Les heures ont rampé. J'ai essayé d'être normal. J'ai nettoyé. J'ai fait la lessive. J'ai trop regardé mon téléphone. J'ai vérifié l'heure. Vérifié encore. Puis encore, parce que l'anxiété, c'est juste votre cerveau qui appuie sur actualiser comme s'il allait charger de nouvelles informations. Quand il a été l'heure d'aller chercher Mia, j'ai conduit jusqu'à l'adresse qu'Adam m'avait donnée. C'était un immeuble, pas une maison. Pas un jardin rempli de ballons, rien qui criait fête d'enfants, juste un endroit. Je me suis garé sur le parking et je suis resté assise une seconde à regarder autour. Aucune voiture que je reconnaissais. Pas de musique, pas d'enfants, pas de décoration, pas de panneaux. Peut-être que c'était à l'intérieur. Peut-être qu'il y avait une entrée arrière. Peut-être que j'étais en avance. Je suis sorti et j'ai marché autour. J'ai vérifié l'adresse sur mon téléphone, regardé les portes, essayé de trouver quelque chose qui donnerait du sens à tout ça. Rien. J'ai vérifié l'heure. J'ai vérifié mes messages. J'ai appelé Adam. Pas de réponse. J'ai rappelé. Rien. J'ai envoyé un texto, je suis là. Où êtes-vous? Pas de réponse. Au début, je me suis blâmé. Peut-être que j'avais le mauvais immeuble. Peut-être que j'avais mal lu le numéro. Peut-être que j'étais du mauvais côté. J'ai marché le long du périmètre comme une touriste perdue. Puis j'ai essayé de me calmer. Peut-être qu'ils étaient en retard. Peut-être qu'ils étaient coincés. Peut-être qu'ils étaient à 5 minutes avec Mia dans la voiture chantant joyeux anniversaire toute seule. J'ai attendu. J'ai scanné la rue. J'ai appelé encore. Toujours rien. Et lentement, douloureusement, les rationalisations sont tombées et la peur s'est avancée. Parce que quand votre enfant a disparu, votre corps le sait avant que votre esprit n'autorise les mots. Puis mon téléphone a vibré. Une alerte, pas un message, pas un appel, un SOS. Mes mains se sont engourdies.
Je l'ai ouvert et j'ai vu la localisation s'afficher. Mia était chez Janet et Frank. Mon estomac a chuté si fort que j'ai cru que j'allais vomir. Je ne l'ai pas fait. J'ai bougé. Je suis monté dans la voiture et j'ai conduit vite mais concentré, parce que la conduite paniquée est la façon dont les gens finissent morts, et j'avais besoin de rester en vie assez longtemps pour récupérer mon enfant. Pendant que je conduisais, j'ai appelé la police. Ma fille a 6 ans, ai-je dit, la voix serrée. Pas dramatique, juste factuel. J'ai reçu une alerte SOS de sa montre. Je suis allé au point de rendez-vous qu'on m'a donné et elle n'y était pas. Je n'arrive pas à joindre son père. J'ai sa localisation GPS. S'il vous plaît, envoyez quelqu'un vérifier. Le répartiteur a posé des questions. J'y ai répondu. Ma voix ressemblait à celle de quelqu'un d'autre, comme si j'étais devenue une femme faite de pure checklist. J'ai donné l'adresse. J'ai continué à conduire. Quand j'ai tourné dans la rue de Janet et Frank 5 minutes plus tard, j'ai vu une voiture de patrouille déjà sur place. Mon cœur s'est saisi de soulagement et de fureur tout à la fois. Je me suis garé et j'ai couru vers la porte. Avant que je puisse frapper, elle s'est ouverte et Mia a jailli comme si elle avait été retenue sous l'eau. Elle a couru directement dans mes bras et s'est enroulée autour de moi si fort que ses petits doigts faisaient mal. Je l'ai tenue et je l'ai respirée. Cheveux chauds, shampoing, l'odeur d'une enfant qui ne devrait jamais être utilisée comme une arme. Mia, ai-je chuchoté. Je suis là. Je suis juste là. Elle s'est reculée juste assez pour me regarder, les yeux humides et confus. Grand-mère a dit que tu n'étais pas venu, a-t-elle réussi à dire en s'étranglant. Elle a dit que tu m'avais abandonné. Ma gorge s'est nouée. Je suis venu, ai-je dit immédiatement. J'étais là. Je te cherchais. Le visage de Mia s'est froissé, comme si elle essayait de tenir deux vérités à la fois et ne savait pas à laquelle se fier. Derrière elle, Janet est apparue dans l'encadrement de la porte, les mains jointes comme si elle animait une étude biblique. « Oh, Michel » a-t-elle dit d'une voix douce. Tout ceci n'est qu'un malentendu. Frank se tenait derrière elle, les bras croisés, l'air irrité, comme si mon enfant disparu était un désagrément pour sa soirée. Un officier s'est approché et a posé quelques questions de base. Voix calme, posture neutre, le ton exercé de quelqu'un qui a vu toutes les versions du chaos familial. Mia a reniflé et a dit « J'ai eu peur. Maman n'est pas venue. » Ma poitrine s'est serrée, parce que bien sûr qu'elle disait ça. Elle avait 6 ans. On le lui avait dit. Elle l'avait cru. Elle avait appuyé sur le bouton parce qu'elle avait peur. Et les enfants ne savent pas quoi faire d'autre quand ils pensent qu'on les a laissés. Janet a murmuré, elle est tellement émotive ces derniers temps. Je l'ai regardée. Vraiment regardée. Et j'ai vu le même sourire qu'elle portait au dîner du dimanche, quand elle m'interrogeait sur mon compte en banque comme si c'était ses affaires. Je n'ai pas discuté sur le porche. Je n'ai pas donné d'explication. Je ne leur ai pas donné la bagarre qu'ils voulaient. J'ai soulevé Mia dans mes bras et j'ai dit, on rentre à la maison. Janet a ouvert la bouche comme pour protester, mais la présence de l'officier l'a fait s'arrêter. Frank avait l'air de vouloir dire quelque chose, mais il ne l'a pas fait. Adam n'était nulle part en vue, ce qui, honnêtement, semblait être la chose la plus « Adam » possible. J'ai attaché Mia dans la voiture et j'ai conduit jusqu'à la maison, tremblant d'une rage contenue. Une fois à l'intérieur, j'ai fait du chocolat chaud. Pas parce que le chocolat chaud répare les traumatismes, mais parce qu'il donne aux petites mains quelque chose de chaud à tenir. Et parfois, c'est le premier pas vers la sécurité. Je suis resté assise avec Mia sur le canapé jusqu'à ce que sa respiration ralentisse. Je ne t'ai pas abandonné, lui ai-je dit doucement. Jamais. Mia a hoché la tête, épuisée. Elle s'est appuyée contre moi comme un bébé, même si elle avait 6 ans et était déterminée à être grande. Plus tard, quand elle s'est endormie, je suis allé dans ma chambre et j'ai ouvert l'application de la montre. Je ne m'attendais pas à grand-chose, un horodatage, un journal de localisation. Mais quand j'ai cliqué sur l'événement SOS, il y avait un fichier audio joint. Mes doigts ont plané au-dessus pendant une seconde. Puis j'ai appuyé sur lecture. Au début, c'était étouffé, des bruits de tissu, de mouvements, la respiration d'un enfant. Puis la voix de Janet s'est glissée, assez claire pour me donner la chair de poule. Tu vois, disait-elle, ta maman n'est pas venue. La petite voix de Mia, elle a dit qu'elle viendrait. Janet à nouveau,
plus douce maintenant, comme du poison dans du miel. Parfois, les mamans disent des choses et ne le pensent pas. Tu dois te rappeler de ça. La voix de Franck a grondé en arrière-plan. Arrête de pleurer. Les grandes filles ne pleurent pas, le sanglot de Mia s'est coincé dans sa gorge, et mon estomac s'est retourné. Puis la voix de Janet encore. Et cette fois, ce n'était pas du réconfort. C'était une instruction. Si quelqu'un demande, a-t-elle dit, tu leur dis que ta maman oublie des choses. Tu leur dis qu'elle s'énerve. Tu leur dis qu'elle n'est pas stable. J'ai arrêté de respirer. Mia gémissait et Janet continuait. Tu n'es pas obligé d'aimer dire ça, a murmuré Janet. Mais c'est important. Papa a besoin d'aide. Nous avons besoin d'aide. Et ta maman, eh bien, ta maman ne peut pas prendre soin de toi comme nous le pouvons. L'enregistrement continuait. Plus de coaching, plus de formatage, plus de mains d'adultes délibérées et écœurantes essayant de sculpter la réalité de mon enfant. Ce n'était pas une erreur. C'était un plan. J'ai sauvegardé le fichier, j'en ai fait une copie, je l'ai envoyé à Angela Park. Puis je me suis assise au bord de mon lit et j'ai fixé l'obscurité, écoutant la maison silencieuse et pensant à une pensée froide et stable. Ils voulaient des preuves. Maintenant, ils me les avaient données, et ils allaient regretter chaque seconde de tout ça. Des mois plus tard, nous avons eu l'audience. À ce moment-là, ce n'était plus un incident isolé. C'était un schéma. Un ours en peluche avec un enregistreur et un traceur à l'intérieur, envoyé par Janet et Frank, manipulé par Adam. Un rapport de police, un résultat médico-légal liant Adam à l'appareil, et l'enregistrement SOS de Mia, la voix tremblante de ma fille de 6 ans pendant que des adultes la coachaient comme si elle était un témoin qu'ils pouvaient réécrire. Ce n'était plus sa parole contre la mienne. C'était leur voix, leur choix, leurs empreintes. Le juge n'a pas eu besoin que je sois dramatique. Je n'ai pas eu à jouer la douleur ou à prouver que j'étais le meilleur parent dans un discours inspirant. J'ai juste eu à dire la vérité et à remettre les preuves. J'ai obtenu la garde exclusive. Adam a eu un droit de visite surveillé. Sur le papier, c'était structuré. En réalité, il l'utilisait à peine. Une semaine sur 2 s'il en avait envie, parfois moins. Parfois, il annulait à la dernière minute, comme si la paternité était un abonnement optionnel. Janet et Frank ont complètement disparu de nos vies. Mia n'a plus demandé de leurs nouvelles. Pas après ce jour-là. Pas après les mensonges. Pas après avoir eu le sentiment d'être transformé en pion et de s'en rendre compte. Les enfants n'ont pas toujours les mots pour la trahison. Ils arrêtent simplement de tendre la main vers les gens qui l'ont commise. Et financièrement, mon Dieu, financièrement, je pouvais enfin respirer. Mon salaire restait dans mon foyer. Plus d'argent qui s'évapore. Plus d'urgence qui exigeait toujours mon sacrifice. Le fonds fiduciaire de Mia est resté intact et investi. 150 000 $ assis exactement là où il devait être. Dans son avenir, pas dans l'appétit de quelqu'un d'autre. Parfois, tard le soir, je pense à quel point j'ai failli me faire piéger en voulant être gentille. Et puis je regarde ma fille, en sécurité, endormie, stable, et je sais que je ne suis pas allé trop loin. Je suis allé exactement assez loin. Alors, qu'en pensez-vous? Suis-je allé trop loin ou pas assez? Dites-le moi dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner pour